César Diaz, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le réalisateur de Nuestras Madres, un film qui parle d'une histoire douloureuse du Guatemala. Vous êtes vous-même belgo-guatémaltèque. Parlez-nous un petit peu de votre vie en Belgique. Moi, je suis arrivé parce que ma famille, une partie de ma famille est belge. Et à la fin de l'adolescence, j'ai voulu étudier le cinéma, le scénario, pour être précis. Et donc, ma famille m'a dit, mais viens en Belgique, ici, il doit y avoir. On m'a pas dit il y a, on m'a dit il doit y avoir un endroit où tu pourrais étudier ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'ULB. Et puis, des fil en aiguille, je suis resté vivre à Bruxelles. Vous avez étudié aussi à la FEMIS à Paris? Oui. Je suis parti, mais plus tard. Plus tard, j'ai étudié aussi le scénario à la FEMIS. Et c'est de là, en fait, je commençais à écrire ces films à la FEMIS à ce moment-là. Donc il y a 7 ans. Mais vous avez aussi commencé, comme beaucoup, par des courts-métrages, documentaires, non? Si, des documentaires, mais pas. Je trouvais que les courts-métrages c'était compliqué parce que je sais pas l'écrire parce que soit je trouve que c'est trop court, trop long pour être un court. Soit trop court pour être un court. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, exactement. C'est vrai que vous avez plutôt attaqué le documentaire avec des formats 56, 60 minutes. Un peu moins que ça, 44. C'était aussi des choses que je voulais faire par rapport au réel, par rapport à des questions que je me posais. Mais oui, j'ai commencé par le documentaire, pas par la fiction. Ouais. Alors, est-ce que ce sont des questions personnelles ou des questions qui ont trait vraiment à l'histoire de votre pays? Le premier s'appelait Semillas de Sinazas et ça parlait d'un massacre de 32 représentants donc de cette association indienne par la junte militaire. Alors, pourquoi ce sujet-là, pour commencer? Au Guatemala, en fait, il y a dans très longtemps, la guerre a été sur les territoires indiens, sur les territoires mayas. Et la première fois où ça arrive en ville, où les gens se rendent compte qu'il y a vraiment une guerre, c'est en 1980, lors du massacre des Indiens, qui étaient venus réclamer leurs droits à l'ambassade d'Espagne, et à la place de leur donner, avoir un dialogue avec eux, on les a massacrés. Et donc pour moi, c'était important cet endroit-là, parce que c'est le moment où la ville se rend compte qu'il y a une guerre. Et donc c'est pour ça que je voulais traiter le sujet, et parce qu'il y avait aussi beaucoup des survivants que je connaissais. Survivants, je veux dire des familles plutôt, parce qu'il n'y a pas eu de survivants dans ce massacre. Et donc voilà. Après ça, vous enchaînez avec un autre documentaire, Territorio Liberado. Ouais. Et là, on est dans le dialogue mère-fils. Voilà. Un fils qui a donc un secret révélé à sa mère, et une mère en fait qui ne lui a jamais dit la vérité. Est-ce qu'on n'est pas là dans les prémices de Nuestras Madres? Bien sûr. On est là on va dire dans la naissance quelque part du film, parce que j'avais fait ces documentaires où je me mets un peu en scène, et puis ma mère aussi. Mais c'était complètement autre chose par rapport. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose de très autobiographique, de quelque chose de très réel aussi, sans distance. Et je pense que un des défauts du film, si je peux me permettre de parler comme ça, parce que il y a un peu la distance maintenant, il y a le temps. C'est justement qu'il n'y a pas de distance par rapport au sujet. C'est-à-dire qu'on est collé au sujet et il y a pas, on peut pas se décoller. Et je pense qu'elle est faite de faire la fiction m'a permis de me décoller justement de l'histoire personnelle, de me décoller du réel, on va dire, et pouvoir créer cette fiction-là. Yo traigo aquí una foto en donde está mi Mateo. Nos va a servir mucho. ¿Cuál es Mateo? Aquí, mire. ¿Y ellos quiénes son? Ellos son los guerrilleros. Estaban ellos en el pueblo cuando entraron los militares. Esta foto lo tengo en la casa. Mateo dijo que quería tener un recuerdo de ellos. ¿Y el guerrillero, él cómo se llama? No sé.
no sé. ¿Pero algún apodo o no yo, cómo le decían? No, nunca le escuchamos su nombre, solo le decían el jefe y el jefe. No, pero su nombre de verdad o... No sabemos, no sabemos. Pour autant, donc, votre histoire, Nuestras Madres, l'histoire d'Ernesto, un anthropologue qui travaille donc pour un institut qui est en charge donc de identifier des corps, les corps qui sont exhumés, et donc de donner des noms à ces personnes disparues. Et suite à donc un dialogue avec une mère qui a perdu un proche, il semble déceler là les traces de son père qui lui-même avait disparu. Et ça, c'est un petit peu le point de départ de votre histoire, à la fois quelque chose de la grande histoire avec un grand H, et la petite histoire du personnage Ernesto, qui va le conduire à nous révéler en fait le grand drame du Guatemala. D'où vous êtes venu cette idée? Je pense que c'est une idée qui est venue à partir du dialogue qui existe entre l'individuel et le collectif. Je pense que je suis convaincu que les grands mouvements collectifs des réconciliations nationales, des pardons et tout ça, sont à la base des mouvements individuels que les gens arrivent à faire avec eux-mêmes. Enfin. Et donc, c'est dans cette dialectique-là que j'ai construit un peu les films aussi. Et aussi parce que je pense que le personnage d'Ernesto est tellement obsédé par son père qu'on pourrait lui montrer n'importe quelle photo et lui il serait persuadé que c'est son père en fait. Donc il y avait aussi un peu cette idée de l'obsession, de retrouver la vérité, de l'obsession de retrouver le père, de retrouver et de remplir un peu le vide. Je me souviens très bien en parler avec les comédiens la sensation de ces personnages pour moi, c'était un vide et il essayait de les remplir en permanence. No es él. ¿Pero la señora lo reconoció? ¿Quién? La que me dio la foto, la señora de San Cristóbal. San Cristóbal. ¿Conoces? Pour autant, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Sa mère lui dit « Tu me demandes quelque chose que je ne dirai pas, même sous la torture. » Essayant de lui faire parler de son père, personne dont elle a jamais voulu vraiment lui parler. Alors, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Je pense que toutes les vérités sont bonnes à dire. Je pense qu'on a besoin de les entendre. Même si ces vérités sont des horreurs, même si ce qu'on a à dire n'est pas forcément n'est pas très plaisant pour l'autre, même si ce qu'on a à dire peut faire mal à l'autre, je pense qu'il vaut mieux cette certitude-là que de vivre comme vit Ernesto, dans une espèce de no man's land, sans savoir des réponses, sans savoir où est son père, qui est son père, et même au niveau, je les crois même au niveau collectif, c'est-à-dire que je pense qu'il serait mieux que l'État dise tout ce qu'il a à dire et qu'il ouvre des archives, même si ces archives sont très douloureuses, que de laisser les gens comme on est maintenant dans l'incertitude en fait. C'était la démarche aussi de l'État de cette commission pour l'éclaircissement historique, délivrer ce rapport en 1999, Guatemala, mémoire du silence, un rapport qui révélait que 93% donc des exactions avaient été commises par l'État du Guatemala, milices, militaires, etc., et paramilitaires compris. Ce genre de vérité-là, historique et objective, ça aide à reconstruire un pays? Ouais, sauf que c'est pas été l'État qui a fait ces rapports. C'est l'Église catholique, la société civile et Nations Unies. Et donc on n'est pas du tout là dans une volonté de l'État, une volonté politique d'ouvrir les débats, de créer quelque chose pour les nouvelles générations. Non, c'est vraiment la société civile qui s'est organisée après les accords de paix de 96 pour créer ces rapports. Et je pense que s'il y avait une véritable volonté de l'État, il y aura des procès, il y aura de la justice, il y aura une ouverture d'archives. Encore une fois, moi je pense qu'un des gros problèmes c'est ça, c'est qu'on sait pas où ils sont ces gens. Et on a besoin de savoir où sont toutes ces personnes-là. Et donc
Et effectivement, ces rapports parlent de 93% des crimes commis par l'État, mais on voudrait savoir qui, quand, comment, et on les sait pas. Et on sent bien dans votre film que ils sont pris, entre deux situations. Ils aimeraient bien aller plus loin dans leurs enquêtes, mais ils ont une sorte de dérogation. On les surveille aussi. Ils peuvent pas aller trop loin. Et Ernesto, on commence par lui dire non. Voilà, tu n'iras pas, tu ne te déplaceras pas dans ce village pour enquêter sur ce charnier. En fait, hein. On lui demande d'aller donc exhumer des corps. Et on lui dit non aussi par sa mère. Et donc il y a beaucoup d'embûches. Et même son collègue lui dit non. Voilà. On est presque comme dans une histoire héroïque, hein, où le héros au départ on lui dit non, ne viens pas, et puis il est appelé à l'aventure. Parce que je pense que les gens qui sont autour d'Ernesto se rendent compte qu'il cherche quelque chose qui est impossible. Enfin, sa mère a des raisons concrètes. Enfin, pour ne pas dévoiler tout, mais sa mère a des raisons concrètes. Mais dans l'histoire que moi je m'étais racontée, dans ce que moi j'avais créé, ça c'est pas la première fois que ça arrive à Ernesto. Il y a eu d'autres villages, il y a eu d'autres moments où il a cru qui était son père, et donc je pense que les gens autour le protègent aussi et essaient de lui faire comprendre que la fondation, l'institut est un endroit où il doit travailler d'une façon professionnelle et qu'on ne doit pas laisser ses émotions et sa vie privée empiéter sur son travail. Or, je pense que c'est un personnage très têtu et c'est bien ça le moteur dramaturgique du film et il va à l'encontre. C'est aussi créé, je l'avais imaginé presque comme un thriller, c'est-à-dire qu'on lui dit non, on lui dit qu'il y a un mystère, et c'est presque un enquêteur qui est là à trouver des pistes, et puis à remettre tout ensemble pour pouvoir savoir qui est le coupable. Et c'est un peu ça, quoi. Exactement, c'est ce qui nous accroche aussi vraiment à ce film, puisque dès le départ, on est un peu comme dans une série policière où on a trouvé des corps, l'enquête est lancée, et on part à l'aventure à travers le Guatemala. Mais cette aventure, c'est aussi une sorte de roman initiatique, un film initiatique pour lui, parce qu'il doit passer par là pour accepter peut-être de ne plus avoir cette obsession personnelle et continuer à travailler, continuer malgré tout, en élargissant en fait à des personnes qu'il va rencontrer, des Indiens dans les villages. Et alors vous faites un magnifique portrait de plusieurs de ces personnes, un petit peu à l'instar du documentaire, on a l'impression, non? Je pense qu'il a besoin de ça pour devenir adulte. C'est-à-dire qu'il y a un passage vers la vie adulte de ces jeunes hommes et je pense que devenir adulte, ça veut dire aussi pouvoir avoir un rapport plus sain avec ses blessures. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'on ne soigne pas des blessures. On apprend à vivre avec. Et c'est un peu ça devenir adulte pour moi. Et donc ces personnages-là, c'est ce qu'il va faire à travers ces films. Il va apprendre la vérité d'un côté, et de l'autre côté, il va dire bon voilà, ça c'est ma vie, c'est comme ça qu'elle est faite. Je peux rien faire pour ça, mais je peux continuer à vivre. Et je peux aussi faire un travail vers les autres. Parce que je pense qu'il y a aussi autre chose que je pense que c'est un personnage au début très égoïste. C'est-à-dire qu'il pense qu'à lui, et quelque part, presque son métier et les moyens pour arriver à ses propres fins. Et vers la fin du film, je pense que c'est un personnage qui se rend compte qu'il peut être plus généreux que ça. Et c'était un mouvement que je voulais aussi travailler. Parce que je pense que aussi être adulte, c'est aussi être plus généreux vers les autres, et n'est pas seulement penser à soi, mais aussi penser à ces femmes. Et quand vous parlez de ces femmes, effectivement, c'est des vraies victimes de la guerre. C'est un village qui a été victime d'un massacre. Et donc, je voulais travailler avec elles pour, d'un côté, leur rendre hommage. Et de l'autre côté, je pense qu'on peut pas faire un film comme ça sur un sujet pareil. Et puis, s'éloigner complètement du réel. Je pense que les rapports au réel et les dialogues avec les réels est important et plutôt riche. Et plutôt, ça crée un film plus dense et ça fait un film plus complexe. Et c'est ce que j'ai cherché à faire. Buenos días, Ernesto. Buenas. Disculpe que vengamos a molestar.
Pero mis compañeras mujeres también quieren dar testimonio. Pero ahorita, Tenemos conocimiento que el gobierno tiene la obligación de resarcir a todas las personas que estamos acá. También sabemos que son 24,000 quetzales por cada persona muerta. Aunque sé que eso no me va a traer de vuelta a mi Mateo. no es así. Es una cifra fija por familia, sin importar el número de muertos o desaparecidos. Y yo no tengo decisión ahí. Yo lo único que puedo hacer es llevar su palabra hasta la administración que está en la capital. Gracias, Ernesto. Muy amable de su parte. Au-delà de l'histoire dont on ne révélera pas d'autres intrigues parce que sinon, voilà, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce film. Surtout la magnifique photographie, hein, la chef opératrice donc du film, Virginie Surdège, qui a été primée récemment au FIF pour un autre film, ceci dit. Mais voilà. C'était le Magritte de l'année dernière aussi. Donc de l'année d'avant, je crois, pour une famille syrienne. Ouais. Alors, comment a été votre collaboration avec elle? Avec Virginie, on se connaît depuis longtemps. On s'est rencontrés, je pense, en 2005, 2006, par là. Et on avait toujours voulu travailler ensemble. On n'a jamais eu l'occasion de le faire. Et ce qui est agréable d'avoir une équipe aussi solide, c'est que ils ont lu des versions de scénario, ils ont participé aussi à la réflexion du film. Et je pense que quand on inclut les gens de l'équipe, et j'ai eu la chance d'en avoir une très très belle, au processus des créations, chacun apporte quelque chose de précieux. Et aussi, je pense que ça facilite les choses au moment où on est vraiment sur le plateau, parce qu'il y avait plein de moments où j'avais pas besoin de parler avec Virginie, où il y avait juste un regard, et puis on se comprenait, et puis on changeait, ou puis même on refaisait une prise parce qu'on comprenait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je pense que Virginie, au-delà de sa grande sensibilité, elle n'aurait pas eu tout ça si elle n'avait pas travaillé avec moi en amont, si elle n'était pas venue au Guatemala avec moi, si elle n'avait pas fait tout ce travail-là. Et je pense que c'est essentiel pour le film. On peut pas faire juste un film comme ça et puis arriver avec une équipe et puis non. Je pense qu'il y a un travail avant. Et avec vos comédiens Armando Espitia et Emma Dib, comment a été la préparation du film? Avec eux, ça a été assez académique. C'est-à-dire ces deux comédiens habitués à faire du théâtre aussi. Et donc, il y avait un travail de table, enfin, un travail sur les textes, un travail de recherche, un travail de répétition. Mais pour moi, ce qui était intéressant, c'est comment, surtout dans les cas d'Armando, parce que Emma n'a jamais eu un lien avec ça, les faits d'avoir des gens, des comédiens non professionnels en face de lui a fait avoir une certaine forme de vérité. Parce que face à des vrais gens, pour dire ainsi, on peut pas mentir. C'est des gens, qui n'essaient de représenter rien, d'incarner rien. C'est juste eux, leur présence et leur histoire derrière. Et donc ça fait que je trouve que le ton d'Armando dans le film est très vrai, est très, comment dire, très vrai. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup malgré le travail très académique qu'on a eu et qu'on aurait pu avoir sur le film, ça nous a ramené à quelque chose de très réel et très sincère qu'on n'avait pas construit, quoi. Le film fait le tour des festivals. Là, vous avez été primé en Chine, à Pingao, meilleur réalisateur, prix de la critique, premier long métrage à Cannes, Caméra d'Or, prix de la critique au FIF, prix des SCCD. Alors, les Oscars l'année prochaine. Vous avez été sélectionné officiellement pour représenter la Belgique. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait, c'est quand même un grand honneur, de pouvoir représenter la Belgique. On va le faire très très dignement, je pense. Mais aussi, c'est une énorme responsabilité, parce que on s'est rendu compte que la course, elle est complexe, parce que on parle de plein de choses, sauf du film. C'est-à-dire, on parle de comment faire des événements autour du film, des dîners, des cadeaux, comment faire venir le monde de l'académie pour qu'ils votent. Et donc, du coup, on s'est dit, mais et les films dans tout ça. Et donc, les rapports au film est complètement différent. On doit apprendre.
et puis on a des gens qui nous suivent et nous accompagnent dans ce processus, et on essaie de les faire de la meilleure façon possible, même si on sait, et il faut être réaliste, qu'on a très peu de chance par rapport aux 93 films, je pense. Ne vous inquiétez pas, la presse est là pour parler du film. En tout cas, merci beaucoup, César Diaz, pour Nuestras Madres, qui sortira bientôt, je pense, le 13 novembre. Voilà. Il sort partout en Belgique. Donc venez voir les films. Merci beaucoup.